Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence fidèle à ce cours. Merci de porter un masque. Je sais que ce n'est pas facile et malheureusement, il faut le garder sur le nez, s'il vous plaît, tout au long du cours. Merci beaucoup. Oui, s'il ne sied pas sur le nez, ça ne sert rigoureusement à rien. Merci beaucoup de faire attention à tout ça, puisque vous savez qu'on prend encore quelques risques actuellement à sortir dans Paris, mais j'espère que le jeu en vaut la chandelle. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, dans ce troisième cours, du noyau de l'hypothèse de Worf, c'est-à-dire est-ce que la langue que nous parlons, est-ce que les mots que nous utilisons peuvent avoir une influence sur la perception des émotions et des couleurs. On a vu la semaine précédente qu'il y avait énormément d'universel dans la perception, et on continuera de le voir aujourd'hui. Je vous vends la mèche tout de suite, mais la modulation par le langage, ce sont des effets qui sont réels, on en verra les limites, mais qui sont aussi tout petits. Alors, il faut réfléchir donc à la nature des interactions entre les systèmes de perception et de traitement du langage. Dessiné ici une très vaste sphère perception. À côté, il y a d'autres systèmes qui s'intéressent à la perception et la production du langage, et la question, c'est quelles sont les relations entre les deux. Certainement, il y a des étapes purement perceptives, la rétine, par exemple, les aires visuelles primaires, bon, jusqu'où ça va. Et puis, à un moment, la perception doit informer le langage, parce que nous sommes capables de décrire, dans une certaine mesure, ce que nous percevons. Nous pouvons nommer les choses. Et la question, c'est est-ce qu'il y a aussi un effet en retour? Est-ce que, parce que nous utilisons des mots particuliers, nous modifions notre capacité perceptive et nous changeons peut-être, par exemple, les catégories de la perception? Et jusqu'où, si elle existe, va cette flèche en retour? La flèche en avant, c'est sûr qu'elle existe, puisque nous sommes capables de nommer un certain nombre de propriétés du monde extérieur. Et nous ne les nommons pas toutes de la même manière, selon les langues. Différentes langues nomment différents aspects de la perception. Est-ce que ça va modifier en retour? Donc, la perception est-elle strictement universelle, quelle que soit la langue, ou au contraire profondément modifiée sous l'influence du langage? Et il sera important de distinguer dans ce cas-là, si cette flèche en retour existe, est-ce que c'est un effet purement transitoire, c'est-à-dire qu'en temps réel, je perçois, j'active les catégories du langage et j'ai un effet en retour, un effet top-down, comme on dit, ou bien est-ce que c'est un effet beaucoup plus profond, beaucoup plus durable, permanent, parce que j'ai appris certaines catégories linguistiques, j'ai modifié de façon permanente mon système perceptif? Alors, je m'appuie sur un article de revue de Laila Gleitman et Papa Fragou qui dit qu'en fait, la plupart des études qui rapportent des effets worfiens trouvent des effets linguistiques extrêmement triviaux. Les effets sont triviaux parce qu'en fait, le sujet pourrait se contenter d'étapes perceptives, mais il ne le fait pas. Il active le langage, il utilise le langage pour résoudre la tâche qu'on lui demande, et dans ce cas-là, évidemment, s'il utilise le langage, eh ben, on va trouver des effets linguistiques. Alors, ce n'est pas forcément conscient, les sujets n'ont pas forcément explicitement l'impression d'utiliser la langue, mais peut-être qu'implicitement, ils activent les aires du langage. Alors, évidemment, un des critères pour ça, on le verra, c'est qu'est-ce qui se passe si j'interfère avec le langage. Et par exemple, je demande au sujet de répéter des syllabes sans signification, de sorte que je l'empêche d'utiliser son système de langage. On va voir qu'à ce moment-là, les effets dits worfiens peuvent disparaître. Donc il n'y a plus d'effets, et ça veut dire que c'est bien parce qu'il y a une sorte d'activation automatique du système de langage que ces effets apparaissent. Donc on en verra un exemple avec la perception des couleurs. Mais je dirais aussi que c'est une interprétation possible des effets de Worf, et c'est peut-être la plus intéressante. C'est une sorte de mécanisme. L'activation lexicale est tellement automatique, on ne peut pas s'empêcher de mettre des mots sur les choses. C'est une voie très automatique de la perception vers le langage, et ça veut dire que les processus linguistiques vont être engagés, même s'ils ne sont pas indispensables à la tâche, peut-être tout le temps. Et si c'est le cas, c'est une sorte de nouvelle version, de mécanisme possible pour la thèse de Worf, c'est-à-dire que les représentations linguistiques et conceptuelles sont en fait indépendantes l'une de l'autre, mais elles s'activent automatiquement et peut-être mutuellement, non seulement du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas. Voilà. Alors voilà un petit peu les questions dont on va discuter aujourd'hui. Je vais d'abord en discuter dans le domaine des visages et de la perception des émotions, et ensuite dans la perception des couleurs. Bon, on verra que pour les visages, la situation est loin d'être conclusive, mais c'est un domaine absolument fascinant, c'est pour ça que je commence par là, et puis il y a des articles récents. Vous savez que c'est une discussion extrêmement ancienne de savoir comment les émotions sont perçues sur les visages et est-ce qu'il y a des universaux interculturels. C'est un livre de Darwin qui lance cette idée en premier, 1872. Darwin est un pionnier extraordinaire. Il pose donc la question de savoir s'il y a une expression universelle des émotions, non seulement dans l'espèce humaine, dans différentes cultures, mais même partagée avec d'autres animaux, puisqu'il fait l'hypothèse que nous avons des circuits émotionnels qui sont hérités de notre évolution.
Et donc, dans ce livre, il écrit, par exemple, les jeunes et les plus âgés de différentes races, aussi bien chez l'homme que chez les animaux, expriment le même état d'esprit, la même émotion, par les mêmes mouvements du visage. Il le montre par des photos. C'est aussi un livre extraordinaire sur le plan historique dans l'histoire des sciences, parce que c'est le premier livre qui utilise des photos, et notamment les photos d'un médecin français, Duchesne de Boulogne, qui documente l'expression des émotions. Duchesne a un patient qui a une perte de la sensibilité du visage, et donc chez qui Duchesne s'autorise à stimuler certains muscles et à montrer que différents muscles interviennent pour modifier la forme du visage et créer certaines émotions apparentes. Vous voyez ici. Et puis, Darwin, comme d'habitude, fait appel à tout un réseau d'informateurs qui lui envoient des informations du monde entier, à la fois sur des animaux et sur des cultures humaines. Et il essaye de montrer par toute une série de choses qui ne sont guère que des anecdotes, à vrai dire, hein, mais enfin qui, mises ensemble, font un ensemble intéressant. Il essaye de montrer que toutes les émotions humaines ont une origine dans l'évolution et une raison d'être universelle. Alors, c'est une thèse qui est ensuite reprise par Paul Ekman, qui a joué un rôle très important dans ce domaine dès les années 60. Et il y a un problème ? Juste sur Zoom, il n'y a pas de son. Ah, on n'a pas le son sur Zoom, c'est dommage. Alors, bien, je crois qu'on y est arrivé. J'espère que vous avez du son à distance. Et donc, je reprends la discussion sur les émotions pour vous dire donc après Darwin, c'est Paul Ekman qui reprend la question de l'universalité des émotions. Et Paul Ekman fait des observations qui le conduisent à dire qu'il y a au moins 6 émotions de base qui sont partagées par l'ensemble de l'humanité et qui ont une histoire évolutionniste intéressante. Il s'agit de la colère, du dégoût, de la peur, de la joie, de la tristesse et de la surprise. Dans tous ces cas-là, pensez à la surprise, vous allez avoir une expression particulière du visage, d'ailleurs du corps tout entier, qui est particulière et qui, d'après Ekman, est universelle. Ekman ajoutera ensuite d'autres émotions, mais c'est un petit peu moins clair, notamment mépris, honte, fierté, culpabilité. Et donc, bien sûr, il ne s'agit pas de nier que différentes cultures peuvent moduler ces émotions. On peut s'interdire d'exprimer des émotions dans certains pays asiatiques, par exemple, peut-être, dans certaines conditions, on va essayer de réprimer ces émotions. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive partiellement à les réprimer qu'elles ne sont pas universelles. Alors Paul Ekman a mené une recherche extrêmement intéressante, notamment en allant lui-même, voilà un jeune Paul Ekman ici, il a été en Nouvelle-Guinée, il a amené des photographies, souvent de lui-même. Ici, c'est les nouvelles images d'Ekman qui sont utilisées partout dans le monde pour étudier la perception des visages. Et il présentait donc pour la première fois d'ailleurs des photographies à ces peuples de Nouvelle-Guinée, et il leur demandait qu'est-ce qui est exprimé. Et il a fait aussi l'inverse, vous voyez qu'il a pris des photos ici, et qu'il les a ramenées en Occident. Il a demandé quel type d'émotion vous percevez sur le visage ici. On peut jouer à ce jeu ici, qu'est-ce que vous en pensez parmi ces 4 émotions, de colère, de tristesse, de dégoût, de joie, de quoi s'agit-il? Évidemment de la joie. Ici, je pense que vous arrivez à voir qu'il s'agit de la tristesse. Ici, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, peut-être la colère. Et ici, c'est clairement le dégoût. Le dégoût a ce caractère particulier. On ferme la bouche, on ferme les narines, sans doute parce qu'on ne veut pas laisser rentrer des miasmes dans les voies respiratoires. Donc, il peut y avoir une fonction aussi de ces expressions des émotions. Il y a certainement une histoire évolutive et donc peut-être un rôle fonctionnel et pas seulement un caractère arbitraire. Alors, on peut regarder une seconde. J'en profite pour dire qu'il y a quelques années, avec Jean-Pierre Gibrat, j'avais réalisé un documentaire qui s'appelle « Dans le secret des émotions ». Et ça m'a fait plaisir de voir qu'il était disponible sur Canal U. On peut toujours le revoir. Et on était allé interviewer Paul Ekman. Donc, on va l'écouter quelques instants. C'est le visage de Paul Ekman. The emotions that I have studied are the ones that have a unique snapshot expression. By that I mean an expression that you can capture in a moment in time. A highly efficient, evolved signal. Not something that you have to take 4 or 5 seconds in order to signal, but something in an instant signals to all members of the species something about what's being felt and what's the processing that's occurring in the person's mind. If we use that criteria and we look just at the face, and we shouldn't look just at the face, we should also listen to the voice,
but let me first say what the face tells us. It tells us there are 7 emotions: anger, fear, sadness, disgust, contempt, the feeling of being morally C'est la superior, version avec 7 émotions. surprise. Ça fluctue un petit peu suivant les différentes étapes. My initial work I d'application did d'Ekman. in literate cultures. They were easy to get to in Brazil, Japan, Argentina. And using Darwin's method, I showed people faces and asked them, what emotion do you see? And they all virtually came up with the same emotion, the majority in every culture I studied. If I showed them a fear picture, they would say in their own language, fear, or an anger picture that was, a picture judged anger in the United States or England would be judged as anger in any of these other literate cultures. But I knew there was a loophole, that you could, if you were a dedicated cultural relativist, as Margaret Mead was, and as most people were at that time, you would say it wasn't our evolutionary heritage, it was the media. It was Charlie Chaplin and John Wayne. It was watching people on television and on the movies that we all learned the same expressions. And the only way to answer that was to find a visually isolated people who had never seen film or television or photographs or magazines, and who had no contact with the outside world. Cette idée d'une absence totale de contact est sans doute un peu exagérée, hein, bien entendu, dans les années 60, mais il est quand même allé dans des endroits très isolés, en Papouasie et Nouvelle-Guinée. When I was in New Guinea, I made 2 trips, one in 1967 and one in 1968. And everything that I was doing was so novel. I mean, these people had never seen themselves in a mirror. They had no still water, so no reflection of themselves. They'd never seen a match. All the things that we take so for granted were just totally novel to them. Now, of course, they weren't camera shy. They didn't get embarrassed. They didn't know what a camera was. They'd never seen a camera, which was a great advantage. I could walk around all day putting this funny odd object up to my eye, and they didn't know what it was about, so they didn't get self-conscious. I was showing them photographs, usually in sets of 3, and telling them a story, like one of these 3 people is seeing friends that they like, point to the person. Well, of course, some anthropologists had written that you have to learn how to see photographs. So it wasn't initially, well, that's not true. These people had no problem. It didn't really matter whether I showed them Caucasian photographs or the frames I pulled out of their film. It was just this funny, odd thing that I was asking them to do, so they would point to the photograph. Je crois qu'on va arrêter là. Vous pouvez regarder l'ensemble du film, qui est assez sympathique d'ailleurs. Il y avait aussi Antonio Damasio et quelques autres neuroscientifiques et scientifiques. Mais je retiens des recherches de Paul Ekman, personnellement, que la question est réglée. Il y a une expression universelle d'un certain nombre d'émotions. Il y a d'ailleurs des circuits dans le cerveau tout à fait particuliers pour différentes émotions, et ça fait partie des caractéristiques universelles de l'espèce humaine. J'ai été surpris de voir qu'il y a encore des débats là-dessus, en fait, et il y a un certain nombre de publications récentes qui essayent de revenir, parce que le problème de Worf est très attrayant, je dirais, en psychologie. On a envie, quelque part, de montrer qu'on est différents les uns des autres, et cette question revient donc périodiquement sur le tapis. Et en 2012, donc, il y a un article de l'équipe de Shines, en particulier, qui reprend la question avec des méthodes un petit peu différentes. Shines a utilisé de façon assez systématique une méthode qui consiste à introduire des petites variations aléatoires, de façon à être le plus objectif possible, supposément. On va introduire des variations aléatoires dans une image et on va regarder comment elle est classifiée par des observateurs humains. Et en revenant en arrière sur quelle classification a été donnée en fonction de quelle variation aléatoire, on va essayer de déterminer une sorte de template, de patron, pour différentes catégories. Alors ici, il s'agit des catégories des émotions. Donc vous voyez, on injecte dans une image artificielle des variations temporelles dynamiques à différents endroits. Je vais vous montrer un film, c'est assez drôle. Voilà. Et là, il y a une petite variation aléatoire, dynamique, qui a été introduite dans un visage.
Et la chose est ainsi faite que ça peut être la bouche qui bouge, le nez, les yeux, de façon semi-aléatoire. Évidemment, on injecte quand même un peu de connaissance des variations possibles du visage, mais enfin, on essaie d'être le plus neutre possible. Et on demande au sujet de juger sur ces différents axes. Est-ce qu'il y a eu de la surprise? Est-ce qu'il y a eu du bonheur? Est-ce que c'était très intense, etc. Et ensuite, on va faire une sorte de moyen-âge inverse, sachant que le sujet a dit dégoût, quelles sont les variations dynamiques les plus plausibles qui conduisent à dire le dégoût. Alors ça a été fait chez des observateurs occidentaux en Angleterre et puis asiatiques, des Chinois qui étaient arrivés en Angleterre. Alors il faut faire des milliers d'essais dans ce type d'expérience, mais il y a cette tentative d'objectivité des patrons qui conduisent à une réponse donnée. Alors, chez les observateurs occidentaux anglais, ici, vous voyez qu'on observe 6 noyaux qui correspondent bien aux 6 émotions de base ici. Donc, on a ici catégorisé les patrons dynamiques de visage, et on voit que tous les observateurs sont d'accord, par exemple, sur ce qui constitue le bonheur, ou sur ce qui constitue la surprise. Il y a une grande similarité dans les patrons qui sont donnés par les 15 observateurs. C'est un peu moins le cas chez les personnes asiatiques ici, et on continue d'observer des clusters qui correspondent par exemple au bonheur ou à la surprise, mais ils sont un petit peu moins marqués, et il y a, disons, de l'irruption de catégories un petit peu différentes au milieu des réponses asiatiques. Donc c'est une première indication qu'il y a peut-être plus de variabilité parmi les observateurs chinois arrivés en Angleterre. Alors ensuite, les expérimentateurs font des analyses statistiques assez poussées de leurs résultats, et ils identifient des régions des visages, des zones dynamiques, puisqu'il s'agit à chaque fois d'un mouvement, où les observateurs des deux pays divergent de façon significative. Donc ici, en bleu, vous avez les activations qui sont, les mouvements qui sont plus caractéristiques de la perception des émotions chez les occidentaux, et ici chez les asiatiques. Alors, vous voyez que ce sont des petites variations. Bon, la première chose qui me frappe, c'est que quand c'est vert, il n'y a pas de différence. Donc il y a énormément d'émotions où il y a très très peu de différence. Mais il y aurait quand même des petites variations, par exemple dans la perception du bonheur ou de la surprise. Et pour nous les faire visualiser, les auteurs de cet article créent ces films ici. Alors, ils sont, à mon avis, un peu biaisés parce qu'ils projettent le template occidental sur un visage occidental et le template asiatique sur un visage asiatique. Enfin, c'est pour illustrer les choses, donc on peut regarder ce film ensemble. Une des idées, c'est que, par exemple, la bouche serait plus informative pour les Occidentaux et les yeux pour les Chinois. Bon. Donc, on peut regarder ce film ici. Vous avez le template du bonheur, du dégoût et de la colère. Et essayez de voir des différences. Elles ne sont pas énormes entre les deux, mais il y a un petit peu de différence qui vous disent que la bouche est plus informative en Occident. Donc si vous êtes, comme la plupart ici peut-être, occidentaux, de culture occidentale, vous percevez mieux quand c'est la bouche qui bouge et vous percevez moins bien quand ce sont les yeux qui bougent ici. Je ne suis pas très convaincu par cet article, vous l'auriez compris, parce que je pense que ce sont des variations absolument infimes. Les auteurs disent qu'elles se traduisent également dans la culture écrite, qui sont des variations importantes. Et par exemple, une des anecdotes que j'ai trouvées amusantes, c'est qu'ils disent que les émoticônes ne sont pas exactement les mêmes. En Asie, pour dire qu'on est heureux, on fait ce petit symbole-là. Pour dire qu'on est fâché, on fait ce petit symbole-là. C'est-à-dire qu'ils font plus appel aux yeux qu'à la bouche. Et nous, évidemment, on va mettre un smiley avec un visage souriant, avec la bouche qui sourit ou qui est fâchée. Donc, je voudrais dire une autre chose aussi, c'est que ce n'est pas clair du tout si ces variations sont réellement d'origine culturelle, encore moins linguistique. Il n'y a aucune notion de traitement linguistique ici dans cet article. Peut-être que c'est simplement lié à des facteurs biologiques, voire génétiques. Je pense que ce n'est pas raciste de dire ça. Nous savons que nous avons des visages différents dans différentes régions du monde, et c'est possible que ces variations dans la forme simplement du visage se traduisent par des petites variations d'expression des émotions, mais qui sont tout à fait minuscules. Donc je retiendrai plutôt l'extraordinaire présence de zones vertes dans cette image ici, qui veut dire qu'il y a une grande universalité. Alors ensuite, il y a un article tout à fait récent, et c'est quand même dans Science, donc je ne pouvais pas ne pas en parler, 2019, de ce groupe ici, avec Jackson et Lindquist, qui étudie la sémantique des émotions par le biais du lexique. Donc c'est vraiment au cœur de notre sujet. Ils ont constitué une immense base de concepts et la manière dont ces concepts sont exprimés dans 2474 langues orales.
Donc c'est très impressionnant, superficiellement en tout cas. Personnellement, ça me rend aussi très dubitatif parce que dans ces bases de données, il faut vraiment assurer que la qualité des données soit là. Et dans 2474 langues, ce n'est pas forcément très facile. Alors, quelle est cette base de données? C'est une base qui donc regarde des concepts particuliers, comment ils sont exprimés dans différentes langues. Par exemple, en français, on dit main, bras, hésiter, douter, etc. Et on observe qu'on utilise souffler pour le vent qui souffle, mais aussi souffler pour souffler avec la bouche. D'accord ? Faire un déplacement d'air, que ce soit le vent qui le fasse ou que ce soit la bouche qui le fasse. Et l'observation des auteurs qui conduit à l'article, c'est que ce n'est pas le cas dans toutes les langues. Il y a des langues qui font cette différence entre deux concepts qui, après tout, sont différents. Nous sommes capables de les distinguer aussi. Alors, il y a des langues dans lesquelles il y a le même mot pour dire main et pour dire bras. Il y a des langues dans lesquelles il y a des mots identiques pour dire hésiter et douter, par exemple. Donc, ils vont regarder ces collexifications, c'est-à-dire le fait que le même mot soit attribué à deux concepts différents. Et leur hypothèse, c'est qu'il y a collexification lorsque les concepts sont mentalement proches. En tout cas, c'est intéressant de regarder quels concepts sont collexifiés. Ça veut dire sans doute qu'on a tendance à les rapprocher. Alors, ils créent ces réseaux. Que sont ces réseaux ici? Ce sont des graphes dans lesquels on voit donc chaque nœud correspond à un concept particulier. Donc, par exemple, la haine, la colère, etc., l'envie, mauvais. Et on peut faire un réseau donc, avec l'ensemble des données ou bien uniquement avec certaines familles de langues, par exemple austronésienne ou indo-européenne ici. Et dans ce réseau, on va porter le diamètre du nœud va indiquer le nombre de collectifications. Donc, s'il est tout petit, ça veut dire que c'est un concept qui a tendance à être nommé de façon unique. Donc, par exemple, on voit que beaucoup de ces concepts ici sont nommés de façon unique. Mais les liens indiquent les collexifications. Et les concepts ont été regroupés en communautés qui sont indiquées par des couleurs ici, qui correspondent à des endroits où il y a beaucoup de collexification et peu de collexification avec les autres mots du lexique. Autrement dit, ce sont des objets qui sont souvent nommés par des mots similaires. Alors, l'argument des auteurs, c'est pas seulement qu'il y a des familles sémantiques, on les voit bien ici, par exemple, tous ces concepts un petit peu négatifs ici, qui sont liés à la honte, à l'anxiété, au regret, etc. Mais il y a aussi des variations interlangues, interculturelles, et ces variations, d'après les auteurs, sont quand même très importantes. Donc ici, il crée un index de variation, de similarité entre les communautés. Cet index serait 1 si on avait tous les mêmes similarités de concepts. Ça serait 0 s'il n'y a aucune relation entre les concepts à différentes langues. Il montre que pour les couleurs, c'est un index relativement élevé, on y reviendra dans quelques instants, mais ils disent que pour les émotions, pour les concepts qui sont liés aux émotions, il y a de grandes variations dans le corpus de base ici, et même si on restreint ce corpus pour ne garder que les liens qui sont vraiment attestés de façon plus certaine et significative ici. Donc cet index de variation suggère que d'une culture à l'autre, on ne groupe pas les termes de la même manière. Alors, il n'hésite pas à tweeter des choses comme ça. À quel point est-ce que les concepts d'émotions varient? Nous comparons les collexifications, les émotions, avec celles des couleurs, et nous trouvons beaucoup plus de variations dans les émotions que dans les couleurs. Ça ne veut pas dire que les couleurs sont universelles, non, surtout pas. Ça veut surtout dire que les émotions ne le sont pas, que les émotions varient dans leur sens plus que les couleurs. Et on peut, une autre phrase aussi ici, hein, nos découvertes, ça c'est dans l'article lui-même, nos découvertes trouvent de grandes variations dans la sémantique des émotions à travers 20 des plus grandes familles de langues du monde. Les concepts des émotions ont des associations différentes dans différentes langues. Par exemple, l'anxiété peut être liée à la peur dans les langues Thai Kadai, mais est plus reliée au grief, à la peine, au regret dans les langues austro-asiatiques. La colère peut être liée plus à l'envie dans les langues du Daghestan, mais plus reliée à la haine, à mauvais, à fier dans les langues austronésiennes, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont observé. Ils nous parlent de variations sémantiques. Tout ce qu'ils ont observé, c'est des variations lexicales. Ils ont observé des variations dans les mots qui sont utilisés. Et ils ne cessent de passer de l'un à l'autre dans cet article de façon extrêmement fluide, sans voir qu'en fait se cache beaucoup d'universalité derrière les données. Alors il y a une analyse qui vient à la fin de l'article qui nous montre beaucoup d'universalité. C'est l'analyse où ils regardent quels sont les traits qui prédisent la collexification. Pourquoi certains mots vont être... pourquoi on va donner deux fois le même mot à des concepts qui sont légèrement différents? Et il montre que partout dans le monde, ce sont les mêmes variables
grosso modo, hein, notamment de valence et d'activation, qui sont des concepts classiques pour classifier les émotions, qui vont prédire la similarité entre les langues. Donc dans toutes les familles de langues, par exemple, la valence, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des émotions qu'on considère comme positives et d'autres qu'on considère comme négatives, et ce qu'on appelle le arousal, c'est-à-dire quelque chose comme l'activation ou l'éveil. Il y a des émotions qui nous conduisent à agir, comme la colère, par exemple, puis il y en a d'autres qui nous conduisent à nous retourner sur nous-mêmes, comme la tristesse, par exemple. Eh bien, dans toutes les langues, ce sont les mêmes dimensions qui conduisent à prédire la collexification. Mais il me semble qu'il y a donc un problème asymétrique. Lorsque deux concepts font appel au même mot, c'est possible qu'ils soient proches sur le plan sémantique. Mais dans le sens inverse, ce n'est pas parce que la langue utilise le même mot pour deux concepts qu'on confond ces concepts. Ils ne sont peut-être même pas proches du tout. Pensez à notre langue à nous. Alors, pensez au mot opéra. Je vous dis, je vais à l'opéra. Vous comprenez que je vais aller à une séance d'opéra, mais ça peut être, vous distinguez clairement dans votre tête le concept du bâtiment, l'opéra, et puis le concept de la séance ou de la musique de l'opéra. Et pourquoi pas aussi du gâteau qui s'appelle opéra. J'espère que vous ne le confondez pas trop. Je pense que ce n'est pas du tout parce qu'on a le même mot. On ne peut pas en conclure de façon aussi radicale qu'il n'est fait dans cet article qu'on a les mêmes concepts. Je pense qu'il y a une circularité totale de l'argument. Je le vois dans toutes les phrases de cet article. Donc, par exemple, ici, le perse utilise le mot endu pour exprimer les concepts de chagrin et de regret, tandis que le dialecte sirki de la langue dargois utilise le mot dard pour exprimer les concepts de chagrin et d'anxiété. D'accord ? Donc, chagrin va avec regret dans une langue et chagrin va avec anxiété dans l'autre. Les locuteurs du perse pourraient donc comprendre le chagrin comme une émotion plus proche du regret et ceux du dargois comme plus proche de l'anxiété. Ce n'est pas du tout ce qui a été montré. Il n'y a aucun volet de cette étude qui porte sur la perception. Il n'étudie que le caractère lexical, c'est tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur base de données, et il faudrait absolument étudier la perception. Alors c'est ce que faisait l'article précédent, en montrant ces petites variations dans la dynamique du visage suivant les cultures, mais vous avez vu que ce n'est pas très convaincant, que ces variations sont tout à fait infimes. Donc je pense qu'on en est là, on en est à un stade très précoce où on a une description, disons, des variations interlangues, les variations existent, mais est-ce qu'elles se traduisent par des variations perceptives? La question reste ouverte. Alors on va passer maintenant à notre deuxième domaine de la journée, qui est celui de la couleur. C'est un domaine dans lequel il y a des études tout aussi anciennes, mais qui sont allées beaucoup, beaucoup plus loin. Et le travail remonte à une étude Princeps, ce livre de 1969 de Berlin et Kay, sur les termes basiques de couleur, leur universalité et leur évolution. C'est un livre qui a fait date, réellement, dans l'anthropologie cognitive, et qui commence ainsi, au XXe siècle, comme d'ailleurs l'a dit Paul Ekman pour les émotions. C'est vrai qu'au début du XXe siècle, on était extraordinairement relativiste, avec Sapir et Worf. La doctrine dominante des anthropologues et des linguistes américains était celle d'un relativisme linguistique extrême. Selon celle-ci, chaque langue code l'expérience sensible en son de façon unique. Ainsi, chaque langue est sur le plan sémantique arbitraire relativement à toutes les autres. Selon cette idée, la recherche d'universaux sémantiques est par principe vouée à l'échec. Je pense que c'est vrai que c'était l'ambiance culturelle dans la première moitié du XXe siècle, de présupposer un relativisme extrême. Et par rapport à ça, les observateurs ont quand même constaté que les termes de couleur, eux au moins, pouvaient se traduire relativement facilement à travers différentes paires de langues. C'est vrai qu'il y avait des mots différents, mais il y a une possibilité de traduction, et ils disent ça paraît trop traduisible pour que le relativisme linguistique puisse être vrai, en tout cas dans sa version extrême, c'est-à-dire d'un arbitraire le plus total. Alors, ils décident d'y voir plus clair, et donc Berlin et Kay font une des premières études vraiment d'anthropologie cognitive expérimentale. Ils amènent dans différentes cultures des jetons de couleurs de Munsell. Vous voyez cette première tentative d'un espace de couleurs très rigoureux, dans lequel on distingue la teinte horizontalement, et puis la luminance, ça peut aller jusqu'au blanc ici tout en haut, il y a une échelle séparée du blanc au noir ici sur la gauche, aux couleurs les plus sombres en bas. Et pour tout cet espace des jetons de couleurs de Munsell, ils vont recueillir les termes basiques de couleurs dans 98 langues. Alors, qu'est-ce qu'on appelle termes basiques de couleurs? Il faut s'entendre, parce qu'il y a des tas de noms de couleurs, y compris en français, on pourrait en avoir des dizaines. Alors, les termes basiques, ce sont ceux qui sont monomorphémiques, c'est-à-dire qu'il y a un seul morphème. Donc, par exemple, bleu clair, ça n'est pas un terme monomorphémique, il y a deux morphèmes. Fréquemment prononcés et prononcés spontanément par les locuteurs, en excluant des termes subordonnés à une autre catégorie. Par exemple, écarlate n'est pas un nom de couleur basique en français parce qu'il est inclus dans la catégorie des rouges.
Et puis, les termes d'usage restreint, lorsque par exemple on dit châtain, ça s'applique qu'à certains objets, les cheveux. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas un terme basique de couleur. Par contre, ils acceptent toutes les catégories grammaticales. Donc ça peut être des noms, des adjectifs. Alors, ils ont recueilli les données directement, c'est une limite de ce travail, seulement dans 20 langues, et souvent par un seul observateur, qui est l'un des auteurs, et ils se sont appuyés sur la littérature pour 78 autres langues. Autrement dit, ils n'ont pas ces jetons de Munsell dans toutes les langues. D'autres, après, feront beaucoup plus, et on a maintenant des données très exhaustives là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent des choses intéressantes. D'abord, ils demandent deux choses. Ils demandent de tracer les contours correspondant à un terme, dessiner sur cet espace où serait le vert, vous pouvez le faire dans votre tête, où est-ce que vous arrêteriez le vert ici, et puis indiquer où se trouve la couleur la plus typique, le vert le plus typique dans cet espace. Et alors ils font une observation, c'est que les contours peuvent varier, ils ne sont pas toujours au même endroit, mais la couleur la plus typique, elle, a tendance à être extrêmement reproductible d'une langue à l'autre. Vous voyez ici, pour les 20 langues dans lesquelles ils ont des données sur l'espace de Munsell, vous voyez que l'espace n'est pas couvert de façon isotrope. Les couleurs typiques ont tendance à se regrouper et on peut leur donner des étiquettes qui sont celles en anglais. Et différentes langues n'ont pas tous les termes de couleur, elles n'ont qu'un sous-ensemble. Par exemple, ici, vous avez ce qui se passe en Tzetzal, qui est une langue maya parlée au sud du Mexique, et dans lequel vous avez des termes qui correspondent à notre blanc, à notre noir, rouge, jaune et vert. Mais vous n'avez pas d'autres prototypes, pas d'autres mots, pas d'autres termes basiques de couleur. Mais l'endroit où on met le prototype, la couleur la plus typique, vous voyez que ça correspond bien à ce qu'on fait par exemple en anglais ou en français. Donc il y a à la fois variation et universalité. Et dans la variation, on va voir qu'il y a des contraintes très fortes. D'abord, il n'y a au maximum, dans toutes les langues du monde, que 11 termes de couleur de base. On a toujours blanc et noir dans toutes les langues. Et ensuite, on a rouge, vert, jaune et bleu qui sont fréquents. Et les termes marron, violet, rose, orange, gris sont plus rares. Et c'est vrai aussi à l'intérieur d'une langue, par exemple, ce sont des termes moins fréquents dans le lexique. Et puis, il y a des règles extrêmement fortes sur la présence de ces termes de couleur. Et c'est ce qui est indiqué par cette hiérarchie ici. Si une langue possède 3 termes de couleur, les prototypes seront blanc, noir et rouge. D'accord ? Toujours, d'après Berlinecke. S'il y en a 4, c'est blanc, noir, rouge, et soit vert, soit jaune. Dès qu'il y en a 5, c'est blanc, noir, rouge, vert et jaune. Et puis, si on continue, il y a un ordre partiel. On va voir apparaître ensuite le terme bleu, le terme marron, et les autres termes rose, violet, etc., orange, gris. D'accord ? Donc, il y a un ordre partiel dans l'espace des couleurs. Mais ce n'est pas du tout arbitraire. C'est l'opposé exact de l'arbitraire. Et puis, si on regarde l'évolution des langues, ils ont parfois des données diachroniques. Au fil de l'évolution des langues, les termes apparaissent dans le même ordre. Donc l'évolution conduit à une complexification du vocabulaire des couleurs dans cet ordre bien particulier. Et avec cette ambiguïté entre vert et jaune, qu'est-ce qui apparaît en premier. Donc il y a vraiment beaucoup de données à expliquer ici. Ce n'est pas du tout l'arbitraire le plus total. Et ils font une proposition théorique. J'ai repris, je m'excuse de la mauvaise qualité de ces photos, mais j'ai pris simplement des photos du livre lui-même. Et il y avait déjà dans ce livre l'idée d'une brisure de symétrie. Il y a un espace perceptif qui peut être représenté plus ou moins bien par ces jetons de Munsell, et le cerveau va briser cet espace en catégories qui vont paver de plus en plus finement l'espace des couleurs. Donc au départ, on va avoir blanc et noir, puis on va voir apparaître une catégorie de rouge qui va manger un petit peu de l'espace blanc-noir, puis on va voir apparaître une catégorie de vert. S'il y en a encore une autre, ce sera du jaune. Jaune et vert peuvent être les deux catégories qui apparaissent de façon ambiguë, mais ensuite on va voir jaune et vert simultanément, et puis ensuite on va subdiviser de façon encore plus fine en bleu, puis qu'est-ce qui apparaît ici? Le marron, ça peut être le orange qui apparaît, le rose, etc. Et on arrive à la situation de l'anglais ou du français qui ont un lexique des 11 termes de couleurs basiques. Voilà. Donc c'est une idée, vous voyez, beaucoup plus émergentiste, est fondée sur l'universel. Il y a un espace universel et on le subdivise. Et la seule variation entre les langues, c'est dans le nombre de termes et la position exacte des frontières qui varient un petit peu.
Alors, est-ce que ce travail est confirmé? Il y a beaucoup de travaux qui ont poursuivi, et notamment Paul Kay lui-même est l'auteur de beaucoup de ces travaux. Hein. Donc, je vous ai mentionné plusieurs études que vous pourrez aller voir si le sujet vous intéresse plus particulièrement. Il est important de distinguer deux questions bien différentes, et on va le faire dans ce cours. La première question, c'est est-ce que la dénomination des couleurs dans différentes langues est arbitraire? Est-ce que c'est une simple convention linguistique? Et la deuxième, qui est la question worfienne, est-ce que les différences qui sont bien réelles entre les langues induisent-elles des différences correspondantes dans la perception des couleurs? D'accord ? Ce n'est pas la même question. La première question, la réponse est clairement non. Et tout le monde a confirmé ce non. Ce n'est pas du tout arbitraire. L'espace des couleurs n'est pas du tout nommé de façon arbitraire. Et il y a eu de nombreuses extensions donc, du travail de Berlin et Kay avec des méthodes de plus en plus objectives. Donc ça, c'est dans l'article de 2006. Ici, on voit des reconstructions. C'est vrai que c'était une critique du travail de Berlin et Kay, c'était très subjectif, c'était fait par un auteur, voilà, la collecte des données n'était pas aussi rigoureuse qu'on peut le faire maintenant. Maintenant, quand on collecte des données de façon rigoureuse, avec des observateurs qui ne sont pas au courant des hypothèses, etc., on retrouve quand même cette notion d'un pavage de l'espace qui n'est pas arbitraire. Les différentes langues ont tendance à converger vers les mêmes focales, ça c'est ce qu'on voit ici dans une réplication par exemple, et on commence à avoir des hypothèses sur pourquoi l'espace est organisé comme ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer deux exemples dans la littérature. Mais l'idée, c'est que la dénomination des couleurs reflète une subdivision essentiellement optimale d'un espace perceptif de forme irrégulière. Et optimale dans quel sens ? L'idée, c'est que les caractéristiques ont pu évoluer à la fois au fil de l'évolution des espèces et aussi au fil de l'évolution du langage lui-même. Donc, au cours de l'évolution darwinienne, il y a pu avoir une adaptation d'abord aux caractéristiques de l'illumination ambiante, le fait que le ciel soit bleu, par exemple, et puis aux besoins de l'espèce. Donc les besoins de l'espèce, ça peut être de savoir distinguer des vers différents, de savoir distinguer les fruits mûrs ou pas mûrs, et d'après Marc Chanzizi aussi d'arriver à distinguer les émotions et donc la couleur de la peau. Et ce n'est pas impossible qu'on ait distingué dans les rouges, ici les roses, les violets, des distinctions qui sont extrêmement utiles sur le plan social et qui n'auraient pas lieu d'être chez d'autres espèces de primates. C'est l'hypothèse de Marc Changizi. Tout ça sont des hypothèses un peu encore à valider, hein. Mais l'idée convergente, c'est qu'il y a pu avoir une évolution. Alors ça peut être aussi au cours du développement, pour s'adapter à l'environnement. On a un environnement particulier, peut-être forestier par exemple, et puis peut-être tout simplement pour les besoins de la communication optimale. On a besoin de communiquer des couleurs particulières, et catégoriser l'espace de la manière que nous le faisons, c'est la meilleure manière de communiquer. Alors, toutes ces idées vont être validées par des simulations mathématiques de Terry Reggier avec Paul Kay. Je vais vous montrer deux articles. D'abord, en 2007, il publie un article dans PNAS où il montre que la dénomination des couleurs reflète une partition optimale de l'espace des couleurs. Mais quel espace des couleurs ? En fait, ils reviennent aux couleurs de Munsell et ils disent oui, mais dans les, je ne sais pas combien, une trentaine d'années qui sont passées, on a beaucoup mieux décrit l'espace des couleurs, l'espace perceptif des couleurs. On a l'espace Cielab ici, qui est beaucoup plus proche de la perception humaine dans la mesure où ici, dans cet espace, les distances correspondent le mieux possible à la similarité qui est perçue par les sujets humains. Et donc, quand on indique quand on place les jetons de Munsell dans cet espace plus raffiné, eh bien on voit que ça n'est pas un pavage très homogène et on peut se demander comment on pourrait le catégoriser de façon optimale. Alors qu'est-ce que ça veut dire catégoriser de façon optimale ? Partant de la similarité qui est fournie par cet espace, on va rechercher pour un nombre de catégories prédéfinies, quelles sont les catégories, où est-ce qu'il faut placer les catégories pour maximiser la similarité intracatégorie. C'est cette équation ici, on fait la somme des similarités intracatégories de tous les jetons, et puis minimiser la similarité intercatégorie. Donc on a ce deuxième terme ici qui est la similarité inverse, 1 moins la similarité, pour des jetons qui n'appartiennent pas à la même catégorie. Et on va essayer de maximiser cet indice ici qui est la somme des deux. Voilà ce qu'on trouve. Si on fixe un nombre de catégories, par exemple 3 catégories, voilà un des optimums qui distingue le blanc, le noir et le rouge et qui correspond pas mal à la catégorisation de différentes langues ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Si on met 4 catégories, on voit apparaître un endroit supplémentaire qui correspond au jaune vert et qui peut correspondre peut-être à cette langue kulina du Pérou et du Brésil. Si on met 5 catégories,
Et que ça va se subdiviser, et ça y est, ça se divise en jaune et en vert, exactement comme est décrit, et on peut trouver des langues, là encore, en Équateur, en Nouvelle-Guinée, partout dans le monde, non reliées entre elles, ça c'est important, et qui ont l'air d'avoir le même pavage, et etc. On continue avec 6, on voit apparaître le bleu, etc. Donc, il y a vraiment une notion que l'hypothèse d'optimalité de la partition des couleurs prédit ce qui se passe dans différentes langues. Et inversement, si on prend les catégories qui existent dans différentes langues, par exemple, on peut prendre ce pavage ici des langues Colorado d'Équateur et on peut le déplacer horizontalement, d'accord, comme ça. Et on va calculer cet indice ici de bonne formation de la catégorie pour différents déplacements de ce qui a été observé. Eh bien, les catégories qui sont attestées dans une langue donnée correspondent à un optimum de cette notion de bonne formation des catégories. Autrement dit, un optimum de similarité intra-catégorie et discrimination intercatégorie. Donc, quelque part, l'hypothèse est posée, les humains optimiseraient la catégorisation des couleurs. Alors, pourquoi le font-ils? Pourquoi est-ce que c'est cette fonction-là qu'il faudrait maximiser? Peut-être simplement pour représenter le monde extérieur, c'est une manière de minimiser la variance ou de comprimer au mieux l'information du monde extérieur. Mais dans un deuxième article, dans lequel s'ajoute maintenant Charles Kemp, ici, à l'équipe de Regier, ils vont faire l'hypothèse que c'est la communication entre humains qui biaise les noms de couleurs. Après tout, ce n'est pas absurde du tout, hein. Nous choisissons des mots parce que nous devons communiquer et nous devons essayer de communiquer de façon la moins ambiguë possible. Alors, il reformule le problème de la dénomination des couleurs dans les termes de la théorie de l'information de Shannon, c'est-à-dire la nécessité d'établir un canal de communication entre un locuteur et un auditeur, canal qui passe par les mots, par des mots particuliers comme bleu, par exemple. Donc, il y a une nécessité d'encoder une information perceptive, de l'encoder sous forme de mots avec une certaine fonction de probabilité. Ici, c'est un modèle probabiliste et plus juste des frontières discrètes, c'est des frontières probabilistes. Donc, il y a une certaine probabilité d'encoder une couleur par un mot donné. On va la faire passer dans le canal de communication et l'auditeur, lui, reçoit ce mot et doit décoder et essayer d'en déduire quelle est la couleur qui a été mentionnée, quel est le point dans cet espace des couleurs. Et bien sûr, on va essayer de minimiser la différence à travers plein de conditions différentes d'élocution. On va essayer de minimiser la différence entre ce qu'il y avait au départ et ce que l'auditeur a compris à l'arrivée. Mais on ne peut pas seulement minimiser la différence, donc autrement dit maximiser la précision de la communication, parce que sinon il y aurait un mot pour chacun des jetons de Munsell, donc il y aurait 2000 mots de couleur, mais il faut donc prendre en compte aussi la complexité du système, c'est-à-dire combien de mots il est nécessaire d'apprendre pour communiquer. Donc on voit qu'il va y avoir un échange, un trade-off en anglais, entre la complexité du système, combien de mots on va allouer à cet espace des couleurs, et puis la précision avec laquelle on va pouvoir communiquer une couleur bien particulière. Alors, c'est cette théorie que Charles Kemp, en particulier, était un grand théoricien bayésien, résout. Il montre les équations appropriées pour résoudre ce problème de communication optimale. Il fait une formalisation mathématique du domaine. Et l'article comprend des courbes assez remarquables, comme celle-ci. Vous avez donc une analyse théorique de l'espace perceptif des couleurs, comme dans l'article précédent. Vous avez ici la précision de la communication, qui est exprimée en bits, et la complexité du système, qui est également exprimée en bits ici. Et vous avez les différentes langues du monde. Donc, certaines langues ont une très faible complexité parce qu'elles ont peu de mots. D'autres langues, comme la nôtre, ont une assez grande complexité parce qu'elles ont 11 mots. Et vous voyez que toutes ces langues se situent extrêmement proches de la limite théorique qui est trouvée par cette théorie, c'est-à-dire l'efficacité optimale pour une complexité donnée. Avec si peu de mots, on ne peut pas être aussi précis que cette zone ici. Il y a une frontière, mais on pourrait être moins précis. Les langues ont tendance à s'approcher de cette frontière. Les langues ont tendance à être les plus précises possibles, étant donné leur complexité. Et non seulement ça, mais on peut reproduire à nouveau la catégorisation particulière des couleurs qui est valable dans tant de langues différentes. Donc ici, vous voyez à nouveau, alors le paramètre cette fois-ci, c'est plus le nombre de langues qui varie, c'est la complexité. Mais vous voyez que la complexité varie de la gauche vers la droite, et à mesure qu'on augmente cette complexité, on a une catégorisation de plus en plus fine de l'espace des couleurs. Donc on peut communiquer, par exemple en anglais, on peut dire « Ah non, c'est orange, c'est pas rouge ». Oui, ou c'est rose, c'est pas rouge. Ce sont des choses qu'on ne pourrait pas exprimer dans cette langue agarabi, par exemple, ici. Mais c'est au
profit, je dirais plutôt en rapport avec une augmentation de la complexité de l'apprentissage. Alors on va regarder ensemble le film qui correspond à cet article pour bien comprendre. Donc ici, vous avez la complexité qui évolue de la gauche vers la droite et la précision qui est indiquée verticalement pour différentes couleurs. Et ici, c'est plus intéressant de regarder ici, vous avez l'espace des couleurs qui a été catégorisé, mais ici, c'est vraiment, dans ce modèle bayésien, les probabilités d'exprimer un certain terme de couleur, une certaine région de l'espace des couleurs. Alors au départ, il n'y a aucune langue qui est aussi primitive que celle-là, mais vous voyez, très très vite, on voit apparaître des distinctions qui font la distinction donc, entre noir, blanc, jaune et rouge. Et puis, si on complexifie encore un petit peu le système, on va voir apparaître une catégorie du vert. Si on complexifie, on voit apparaître le bleu. C'est une réalisation mathématique de ce que Berlin et Kay avaient proposé dans leur livre, c'est-à-dire une sorte de catégorisation progressive de l'espace. Vous voyez qu'ici, il faut regarder en bas également, on a vu apparaître une petite catégorie orange et une petite catégorie verte qui sont utiles pour nommer cette partie particulière de l'espace des couleurs. Alors, la simulation vaut ce qu'elle vaut parce qu'évidemment, il faudrait tenir compte des opportunités de nommer les couleurs qui ne sont pas évidentes à connaître pour un individu donné. Et c'est là peut-être qu'il y a une variation culturelle. Si je vis dans la forêt, je vais avoir beaucoup plus de nécessité de faire des distinctions à l'intérieur du vert, par exemple, ou du marron, qu'à l'intérieur du bleu, peut-être. Donc, il y a peut-être là une marge d'exposition culturelle et de variation culturelle, mais il y a surtout une énorme universalité. Voilà, et on arrive à la fin à l'espace anglais. Et puis alors, si on devait continuer, mais aucune langue n'est aussi complexe que ça, mais on va finir par faire des distinctions très fines entre violet clair et violet foncé, etc. Bleu clair et bleu foncé, comme on va le voir dans un instant. Donc, la conclusion de toutes ces études appuyées sur le livre initial de Berlin et Kay, c'est qu'il y a quand même une énorme universalité derrière la diversité. Il n'y a pas du tout d'arbitraire des langues. Ce n'est pas arbitraire, c'est extrêmement contraint. Il y a une frange de variabilité qui est liée au fait qu'on sélectionne, dans l'espace des possibles, un certain nombre de catégories. Toutes les langues ne les ont pas toutes. Voilà. Alors reste la question 2. Une fois qu'on a des variations interlangues qui sont quand même réelles, est-ce que la perception varie? Est-ce que cet espace perceptif reste absolument inchangé ou bien est-ce qu'il y a des petites variations dans la prise de décision? Ça, c'est la vraie thèse de Worf. Nous ne voyons pas le monde de la même manière. Alors, je vais passer sur un certain nombre d'études qui ont effectivement montré que dans différentes tâches, le comportement des locuteurs vis-à-vis des couleurs varie, suivant la langue qu'ils parlent. Il a été montré, par exemple, que si deux couleurs partagent le même nom dans une langue donnée, par exemple, quelqu'un ne ferait pas la différence entre vert et jaune, alors les locuteurs de cette langue ont tendance à les juger plus similaires, toutes choses égales par ailleurs. Donc ils disent, oui, ça se ressemble, et les jugements de similarité sont plus proches. Et puis, ils ont également tendance à les confondre lorsqu'on les demande de garder en mémoire à court terme. Donc, si on leur donne une couleur à mémoriser, on laisse passer un intervalle, puis on leur demande de choisir la couleur correspondante, ils ont tendance à faire des confusions qui sont en partie appuyées sur les noms de couleurs. D'accord. Alors, ces différences apparaissent assez tôt dans l'enfance, au moment où les enfants acquièrent les termes de couleurs, donc on peut penser qu'elles sont effectivement causées, même si ce n'est pas facile à démontrer, la causalité, mais qu'elles sont peut-être causées par l'acquisition des termes de couleurs. Le problème, c'est que ces tâches subjectives de mémoire sont critiquées, parce que pour Pinker, par exemple, ou pour Lila Gleitman, ce sont des expériences qui ne testent que des versions extrêmement banales et faibles de la thèse de Worf, et pas du tout appuyant la thèse de Worf forte. Alors on peut lire Steve Pinker dans The Language Instinct, L'instinct du langage, qui est un livre que je vous recommande vivement, même après plusieurs décennies. Dans certaines de ces études, les sujets montrent une mémoire légèrement meilleure que pour des couleurs qui ont des noms différents dans leur langue. Tout cela montre seulement que les sujets se souviennent des jetons sous deux formes. Rappelez-vous du diagramme que je vous ai donné au départ. Une image visuelle non verbale et une étiquette verbale. Sans doute parce que deux mémoires valent mieux qu'une. Dans un autre type d'expérience, les sujets doivent dire quelle paire de jetons parmi trois choix vont ensemble. Et ils mettent souvent ensemble les couleurs qui ont le même nom. C'est vrai que c'est une tâche très subjective. Là encore, aucune surprise. Je peux imaginer les sujets en train de se dire « Bon, ce type veut que je réponde. Comment veut-il que je réponde ?» C'est vrai que l'instruction est très ambiguë, mettre ensemble les jetons qui vont ensemble.
Il ne m'a donné aucune indication. Les jetons se ressemblent tous. Bon, bah, j'appellerais bien ces deux-là vert et celui-ci bleu, donc pourquoi ne pas répondre sur cette base-là? Voilà. C'est toujours cette idée qu'il y a deux étapes, perceptive et linguistique, et que si l'étape perceptive est ambiguë ou ne suffit pas, ou si on a besoin d'aide, ben on va s'appuyer aussi sur le niveau linguistique. Mais ce n'est pas du tout surprenant qu'on ait des différences linguistiques quand on utilise le système de langage. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les différences entre locuteurs disparaissent après interférence verbale. Donc tous ces effets de mémoire et de jugement subjectif, si on pratique une interférence verbale, ont tendance à disparaître. Alors, j'ai cité l'article de Winawer avec notamment Lera Boroditsky parce qu'elle essaye de répondre à ces questions. On va voir les limites d'essayer de répondre à ces questions. Donc, Lera Boroditsky essaye de créer une tâche là, dans PNAS en 2007 dans lequel ça va être une tâche purement perceptive. On va essayer de s'affranchir de ces problèmes de jugement tardif, linguistique, subjectif, etc. Alors, ils vont se servir de sujets russes, et la langue russe distingue, contrairement à la nôtre, deux termes basiques de couleur, qui sont goluboy pour bleu clair et sini pour bleu foncé. Donc, quand on parle russe, on est obligé de faire cette distinction. Il faut décider si on utilise ce mot-là ou ce mot-là, alors que nous, on dira tout ça, c'est bleu. D'accord ? On peut dire bleu clair ou bleu foncé, mais ce n'est pas des termes basiques de couleur. Alors, ils vont donc prendre des sujets américains et des sujets russes, et ils vont leur demander un jugement strictement perceptif. On vous montre une couleur en haut, il y a la même couleur en bas, et puis il y a une autre couleur. Vous devez choisir rapidement, en appuyant sur deux boutons, laquelle des deux images du bas est identique à celle du haut. D'accord ? Ce qu'on appelle match to sample, mais immédiat, juste de juger où est l'identique. Alors c'est une tâche qui est objective, qui est une tâche qui est rapide, qui a un taux d'erreur très faible. Donc tout ceci répond en partie à la critique de Pinker. Hein. Et il n'y a pas de composant de mémoire en particulier, puisque tout est présent sur l'écran. On n'enlève pas l'image du haut, on la laisse. Donc voilà, et on a une mesure de comportement qui est le temps de réaction, qui est une mesure implicite. Donc en principe, on devrait éviter, dans une certaine mesure, des stratégies conscientes à la Pinker, si je puis dire. Alors ils vont mesurer l'effet de distance en choisissant ici en bas des couleurs qui peuvent être proches ou éloignées, et surtout qui peuvent appartenir ou non à la même catégorie. Donc ici, par exemple, vous voyez que pour un russe, ces deux images-là appartiennent à la même catégorie, et cette image-là n'appartient pas à la même catégorie lexicale. Donc, est-ce que ça aide les sujets pour choisir? C'est-à-dire, ce n'est pas le même mot que j'utiliserai pour nommer la couleur de gauche et la couleur de droite. C'est ça la question qui va être posée ici. Alors, en plus, cette manip est assez bien faite parce qu'ils ont trois conditions de passation. Une condition strictement normale dans laquelle le sujet fait juste cette tâche, une condition d'interférence verbale dans laquelle on demande au sujet de blablater en récitant silencieusement une suite de chiffres qui lui a été donnée à l'avance. Donc imaginez, vous devez dire 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, quelque chose comme ça, tout au long de la manip. Hein. Et puis une tâche d'interférence spatiale, où on leur demande de mémoriser la configuration d'une grille. Donc l'idée, c'est que c'est aussi difficile que la tâche verbale, mais ça ne fait pas appel au langage. Alors voyons ensemble les résultats. Ici, donc, vous avez le temps de réaction des sujets. Vous avez les sujets russes à gauche, les sujets anglais à droite, dans les différentes conditions. On va les regarder ensemble. Hein. Donc il y a une vingtaine de sujets dans chaque groupe. Les temps de réaction ont été subdivisés suivant que les couleurs d'en bas sont dans la même catégorie ou à travers deux catégories pour la langue. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont fait cette catégorisation pour chaque sujet. Donc, ils ont demandé au sujet où est-ce que vous placeriez la frontière entre Goluboy et Sini. Et pour les locuteurs américains, ils ont demandé où est-ce que vous placeriez la frontière entre bleu clair et bleu foncé. Donc, les deux langues ont été traitées de la même manière ici. Et vous voyez que les résultats sont quand même très différents. Si on regarde d'abord la colonne de gauche ici, les Russes ont effectivement un avantage qui est de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes pour faire ce jugement lorsqu'il y a franchissement de la frontière de catégorie et que les deux mots pour nommer les deux couleurs du bas sont différents. Les Américains, j'ai mis anglais ici en langue anglaise, sont curieusement plus rapides, mais ils sont surtout sans différence entre franchissement de la frontière de catégorie ou rester à l'intérieur de la même catégorie. Donc cet effet est interprété comme un effet worfien parce que j'ai Goluboy et Sini dans la langue russe, je vais plus vite à faire des distinctions qui franchissent la catégorie que lorsque je reste à l'intérieur de la même catégorie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'effet disparaît, par contre, sous l'interférence verbale. Donc l'interférence verbale, c'est ici, c'est la colonne de droite. Les sujets, vous vous souvenez, doivent blablater tout le temps. Ça ralentit un petit peu le temps de réaction, mais surtout, ça abolit complètement l'effet
de catégorisation perceptive ici. Les sujets ne sont pas plus lents dans ce cas-là. Ce qui veut dire que, vraisemblablement, c'est parce qu'il y avait une activation des mots et que ça a été rendu impossible dans la condition d'interférence verbale que les sujets ont cet effet. Ça n'est pas directement la perception qui a été modifiée. Les sujets continuent de faire la tâche. Ici, ça ne les empêche pas de faire la tâche. Mais c'est juste l'interférence des étiquettes verbales qui a disparu. Vous voyez que ça n'est pas le cas dans de la tâche d'interférence spatiale, donc ce n'est pas n'importe quelle forme d'interférence qui agit ici, mais peut-être spécifiquement l'interférence verbale. Donc, première idée, les représentations linguistiques sont automatiquement activées, même dans une tâche perceptive, donc c'est ce que je disais au début, c'est une sorte de nouvelle version peut-être plus acceptable de la thèse de Worf. On ne peut pas s'empêcher d'activer les mots, mais les représentations perceptives de bas niveau ne sont pas directement modifiées, en tout cas pas de façon détectable, parce que l'effet disparaît sous l'interférence verbale. Donc si je n'active pas les mots, je n'ai pas d'effet. Donc je pense que Lila Gleitman et Steve Pinker ne seraient pas mécontents de cette interprétation. Il y a une activation automatique. Voilà. Alors, reste à savoir s'il n'y a vraiment aucun effet top-down sur la perception. Est-ce que c'est juste bottom-up ou bien est-ce qu'il y a quand même un effet top-down? Alors on va le voir que différents auteurs ont étudié cette question. Mais d'abord, je passe à ce travail qui est tout à fait remarquable de Terry Ridgey et collaborateurs, dans lequel, avec Richard Ivory, ils ont une idée extrêmement simple. Ils disent, si cette idée d'activation automatique des étiquettes verbales est correcte, ça devrait se passer plus dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Comme je pense que vous le savez, 96% des sujets droitiers ont des circuits linguistiques dans l'hémisphère gauche, beaucoup plus que dans l'hémisphère droit, presque strictement dans l'hémisphère gauche. Les lésions de l'hémisphère gauche conduisent à une aphasie chez 96% des droitiers, et pas les lésions de l'hémisphère droit. Même chez les gauchers, chez les gauchers, 70% des gauchers ont encore une latéralisation à gauche pour le langage. Donc c'est un phénomène très fort. Et ils se disent, comme il y a des voies croisées pour les aires visuelles, si je présente un objet visuel dans l'hémichamp gauche, donc le sujet fixe ici et je présente quelque chose à gauche, ça va atterrir dans l'hémisphère droit et il va peut-être avoir moins d'activation linguistique. Si par contre je présente une information dans l'hémichamp droit, ça va atterrir dans l'hémisphère gauche à cause du croisement des voies visuelles et donc là il va y avoir peut-être plus d'interférences linguistiques. Autrement dit, il joue d'ailleurs beaucoup sur les mots, vous voyez, Worf was half right, Worf avait à moitié raison, Worf aurait raison dans l'hémichamp droit, mais pas dans l'hémichamp gauche. Voilà. On serait worfien avec un seul de nos hémisphères. C'est une idée amusante, je trouve, et alors ça fait des prédictions très précises. Donc la discrimination des couleurs devrait être facilitée lorsqu'elles ont des noms différents, mais seulement dans l'hémichamp droit. La discrimination des couleurs qui ont le même nom doit être au contraire ralentie, mais à nouveau seulement dans l'hémichamp droit. Et ces effets devraient disparaître sous interférence verbale. Alors, ils testent ça avec des sujets américains, si je me souviens bien, avec la distinction entre vert et bleu. Vous voyez qu'on peut faire un continuum ici, dans lequel il y a 4 patchs de couleurs. Il y en a 2 qui sont verts et 2 qui sont bleus. Et donc, on peut avoir des variations intra-catégories ou intercatégories. Merci à ceux qui sont sur Zoom de ne pas allumer votre micro. Merci beaucoup. La tâche va être très simple, ici est très perceptive. On vous présente un cercle dans lequel presque toutes les couleurs sont les mêmes et il peut y en avoir une qui est différente. C'est une tâche de recherche visuelle. Vous devez cliquer pour dire il y en a une qui est différente ou bien elles sont toutes pareilles. D'accord ? Différentes, toutes pareilles. Mais la couleur différente, elle peut apparaître dans l'hémichamp gauche ou dans l'hémichamp droit. Voilà. C'est ça la variable clé ici. Alors, quels sont les résultats ? Bien, ces prédictions sont effectivement vérifiées ici, en l'absence d'interférence verbale. Vous voyez que dans l'hémichamp gauche, il n'y a aucune différence de recherche visuelle entre recherche à l'intérieur de la catégorie ou intercatégorie. Donc, trouver ce vert-là parmi ce vert-là n'est pas plus difficile que trouver ce vert parmi ce bleu. D'accord ? Le franchissement de la catégorie n'a pas d'effet dans l'hémichamp gauche, mais a un effet important dans l'hémichamp droit, et un effet qui est à la fois un petit ralentissement qui n'est pas significatif et une accélération qui est significative, suivant qu'on reste dans la même catégorie ou qu'on change de catégorie. Ceci avec des temps de réaction qui sont très rapides cette fois-ci. Donc c'est une qualité, je pense, de cette expérience. C'est une expérience vraiment très automatique, très perceptive. Voilà. Alors, lorsqu'on fait l'interférence verbale, ici, donc répéter un nombre à 8 chiffres, vous voyez que les résultats sont curieux. D'abord, tout est ralenti, bien sûr, mais surtout, il y a même une inversion de cet effet qui est tout à fait inexplicable. Ça ne devrait pas s'inverser, ça devrait s'annuler. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans cette expérience. Mais en tout cas, il y a disparition de l'effet et donc il y a une interaction significative entre
avoir ou ne pas avoir d'interférence verbale. Les résultats sont répliqués, c'est un assez bel article de PNAS ici, donc il y a des données assez solides. Ici, ils sont répliqués avec une condition d'interférence un peu mieux contrôlée, donc il y avait un stimulus qui est présenté avant la recherche visuelle et qui peut être soit un mot à retenir, soit une configuration spatiale à retenir. Donc sur des tâches très proches, d'interférence verbale ou d'interférence spatiale. Et il y a aussi une condition sans interférence où il n'y a pas cet écran, il n'y a rien du tout ici. Et vous voyez que les résultats sont à nouveau répliqués de façon assez nette. Pas d'effet catégoriel des couleurs dans l'hémisphère gauche, donc dans l'hémisphère droit. Pas un fort effet de catégorisation lorsque les couleurs sont présentées à droite. Donc vous êtes worfien, mais juste un tout petit peu lorsque les stimuli sont présentés à droite du point de fixation. Et vous voyez qu'on réplique à nouveau le fait que l'interférence verbale a tendance à renverser ces effets. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien expliqué. Ce qui est important, par contre, c'est que l'interférence non verbale, retenir une configuration spatiale, n'a pas d'effet particulier. Et on continue de conserver ces effets worfiens ici dans l'hémisphère droit. Dernière confirmation qui est présente dans l'article. C'est vrai que chez le sujet normal, bien qu'il y ait croisement des voies visuelles, donc l'information visuelle qui est présentée à droite atterrit d'abord dans l'hémisphère gauche, mais très vite, il y a les voies du corps calleux qui propagent les informations dans les deux hémisphères. Et donc l'ensemble des deux hémisphères est informé de la perception, quelle que soit la position de ce qui a été présenté sur l'écran, très rapidement. Alors, pour compenser cet effet, les auteurs vont voir chez un patient particulier, qui est le patient JW, qui est un patient split brain, callosotomisé, très célèbre, dans lequel il y a une section complète du corps calleux. Et donc les informations ne peuvent plus passer d'un hémisphère à l'autre, et ils retrouvent leur effet à l'intérieur de ce patient unique, donc avec des données suffisamment stables pour avoir un sujet unique ici. Vous voyez que, curieusement, cette fois-ci, il est beaucoup plus rapide dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit, et dans l'hémisphère droit, il est vraiment ralenti, particulièrement lorsque c'est le même mot qui est attribué aux deux couleurs. Donc, les étiquettes verbales affectent la perception uniquement dans l'hémisphère droit, contralatéral à l'hémisphère dominant pour le langage. Simplement, dans ces travaux de Regier et collaborateurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre par perception ? Il faut comprendre l'ensemble des étapes qui conduisent à une décision perceptive. Je décide que la couleur du côté gauche était bien différente du côté droit. Voilà. Qu'il y a un patch de couleurs différent. C'est une décision. On n'est pas en train de mesurer sélectivement l'activation des étapes perspectives. On est en train de mesurer l'ensemble du temps de réaction qui conduit à cette décision. D'accord ? Donc ce que ça veut dire, c'est que, de façon peut-être pas très surprenante, le niveau linguistique intervient dans cette décision. Dans les 400 millisecondes qu'il faut pour prendre cette décision, on a activé des étiquettes linguistiques, et le fait qu'elles soient identiques ou différentes, suivant les langues, va interférer légèrement avec la prise de décision qui devrait être purement perceptive. C'est une version de l'hypothèse de Worf, mais c'est une version tout à fait restreinte. Alors, à la suite de ce travail de Regier et collaborateurs, d'autres auteurs vont essayer de montrer que oui, ça influence vraiment les étapes perceptives, qu'on peut le mesurer dans le cerveau. Donc il va y avoir des tentatives d'imagerie cérébrale, j'en ai trouvé 2, il y en a peut-être d'autres, mais je voulais vous les montrer aussi. L'intérêt de ce cours, c'est aussi de montrer les limites de la science actuelle, et là, en l'occurrence, ce ne sont pas des choses qui sont très géniales, je vais vous le montrer. Alors d'abord, il y a donc une réplication en anglais et en coréen de ce travail. L'intérêt, c'est que le coréen distingue des couleurs jaune-vert versus vert. Voilà. Donc vous avez 2 termes supposés basiques, Yeondu et Chorok, qui distinguent ces couleurs que nous appellerions, je pense, tous comme étant du vert. Donc ils peuvent refaire la manip en coréen. Est-ce qu'ils retrouvent les mêmes résultats ? Pas tout à fait. Vous voyez que lorsqu'on prend tous les temps de réaction, ici, avec la même méthodologie que avait été suivie par Regier et collaborateurs, on ne trouve pas exactement la même chose. On trouve que les sujets coréens ont un effet catégoriel dans les 2 hémichambres, que ce soit dans l'hémichambre gauche ou dans l'hémichambre droit. Ça, alors que les Anglais n'ont rien du tout, ils n'ont pas d'effet catégoriel, donc ils n'ont pas de frontière catégorielle ici. Donc ce n'est pas une vraie réplication du travail de Regier, sauf qu'on voit que les temps de réaction sont quand même très très lents, et quand on prend les temps de réaction les plus rapides, donc les sujets qui ont vraiment répondu sur une base rapide, à ce moment-là, on voit un petit effet dans l'hémichambre droit et pas dans l'hémichambre gauche. Donc on retrouve l'effet de Regier. Donc l'idée serait qu'il faut vraiment forcer les sujets à aller très vite,
À ce moment-là, l'information n'a pas le temps de diffuser dans les deux hémisphères et on observe des effets restreints à un émis-champ particulier. Après tout, ce n'est pas complètement absurde. Donc c'est une semi-réplication, si vous voulez, de l'étude initiale. L'intérêt, c'est qu'ensuite, on peut s'appuyer sur ce type d'étude pour aller en IRM fonctionnel, ce que je vous disais. Hein. Et donc, on a ici une étude de Lihai Tan avec Siok, qui essaye d'amener cet effet en IRM fonctionnel pour voir si effectivement on peut voir s'activer les réseaux du langage et peut-être les aires perceptives qui sont à l'origine, qui seraient peut-être à l'origine de cet effet. Donc, il commence par répliquer l'effet ici avec la distinction vert-bleu, hein, tout simplement, et il trouve un petit effet. Vous voyez que c'est quand même pas majeur. Alors malheureusement, il l'indique de façon différente ici, donc il faut faire une petite gymnastique mentale. Mais vous voyez que pour la distinction intercatégorie, il y a un peu plus d'effets. Les sujets vont un peu plus vite que quand c'est dans l'hémichamp droit que quand c'est dans l'hémichamp gauche. Donc c'est à peu près l'effet qui était trouvé auparavant. Je regrette qu'il ne l'indique pas de la même manière. Les choses vont dégénérer lorsqu'on regarde l'IRM fonctionnel. Les gens donc regardent l'IRM fonctionnel et l'idée, le design est intéressant, hein, c'est de dire on va faire un contraste entre l'activation du cerveau quand les couleurs franchissent les frontières catégorielles, donc quand c'est plus facile, et quand c'est intra-catégorie, donc quand c'est plus difficile. Alors, le contraste crée ce type d'image ici, et c'est censé montrer les aires du langage. L'idée, c'est que dans le contraste between, vous auriez plus d'activation des aires du langage, parce qu'il y a deux étiquettes différentes qui sont activées. Franchement, vous regardez ces images, ce n'est pas le cas du tout, et quand vous regardez les seuils statistiques qui sont utilisés dans l'article, ce n'est pas convaincant du tout. Je pense qu'on a affaire, vous savez que l'IRM fonctionnel est parfois critiqué pour avoir des faux positifs, c'est-à-dire qu'on croit voir des différences d'activation qui n'en sont pas. Il y a un problème de contrôle des seuils statistiques. Ici, personnellement, je pense qu'il y a un problème de contrôle des seuils statistiques et que ces images ne sont pas très convaincantes. Alors, ils restreignent cette analyse à l'hémichamp droit. C'est assez logique, parce que l'idée, c'est que quand l'image est présentée dans l'hémichamp droit, c'est l'hémisphère gauche qui devrait s'activer. Vous constaterez avec moi que ce n'est pas très évident, mais il y a effectivement quelques régions qui pourraient être interprétées comme des aires du langage. Ce qui est désastreux dans cet article également, c'est qu'il n'y a pas de localiseur, c'est-à-dire d'études séparées, propres à un sujet donné, quelles sont les régions qui s'activent pour le langage, ce qui permettrait à ce moment-là de lever toute ambiguïté, de dire oui, ces voxels-là, chez ce sujet, ils sont intéressés par le traitement du langage, mais ici, ce n'est pas le cas, donc on est obligé de faire ce qu'on appelle parfois un péché d'inférence inverse, c'est-à-dire de dire parce que cette activation est là, c'est sans doute les aires du langage, ce qui est très très difficile à faire sur des images de groupe comme ça, avec le flou qu'on a. Donc je ne suis pas convaincu qu'il s'agit bien des aires du langage. Je vais passer un petit peu plus vite ici. Ils font des régions d'intérêt, ils trouvent un petit effet, donc il est dans l'aire de Brodmann 40, et ils disent même dans l'aire visuelle V2, V3, ils trouvent un vague effet de catégorisation linguistique. Donc je crois qu'ici ça veut dire hémichamp droit, right, ici, between et within. Et vous voyez que between aurait un petit peu plus d'activation que within, ce qui correspondrait à l'activation de ces catégories linguistiques. Le problème, c'est que ces régions d'intérêt ne sont pas définies sur des données indépendantes, donc il y a une forme de circularité qui est possible ici. Donc personnellement, je trouve cette étude extraordinairement faible, mais l'idée est bonne, et il faudrait répliquer les résultats. Les auteurs interprètent leurs résultats comme un accès rapide de représentation lexicale dans l'hémisphère gauche, et aussi une amplification descendante en retour dans les aires visuelles, ici V2, V3. À mon avis, ça n'est pas du tout démontré, mais le design en question pourrait permettre de le démontrer. Ce serait peut-être intéressant de répliquer cette étude avec des moyens statistiques plus performants. Alors, il y a eu une autre tentative de ce groupe ici, en 2009, toujours dans PNAS, de regarder ce qui se passe avec les potentiels évoqués. Et on voit apparaître une nouvelle langue. C'est quand même pas mal de variations interlangues. C'est le grec ici. Alors, en grec, on a ralazio, qui veut dire bleu clair, et blé, qui est bleu, qui veut dire bleu foncé, en fait. Donc, on a effectivement deux termes, et on est un petit peu comme dans la situation du russe. Alors, ils vont se servir de cette situation pour essayer de regarder avec les potentiels évoqués. C'est assez malin, hein. Vous savez qu'avec l'IRM fonctionnel, on ne peut pas vraiment voir la dynamique temporelle, mais avec les potentiels évoqués, on peut regarder dans le temps, à différentes étapes de temps, quand surviennent les effets. Alors, ils vont utiliser une technique
extrêmement simple et qui vraiment est capable d'isoler les étapes perceptives, c'est la technique d'enregistrement de la mismatch négativité, c'est-à-dire la réponse à la nouveauté. C'est extrêmement simple. Vous allez présenter un bloc dans lequel vous allez avoir plein de patchs de couleurs qui sont toujours le même. Par exemple, ici, bleu clair, bleu clair, bleu clair, bleu clair. Et puis, de temps en temps, il va y avoir un déviant qui va être bleu foncé. Vous pouvez avoir l'inverse, un bloc dans lequel c'est bleu foncé, puis il y a des déviants bleu clair. Vous pouvez avoir la même chose avec les verts, d'accord, qui ne font pas l'objet d'une distinction vert clair, vert foncé en grec. Donc la prédiction est très simple. S'il y a changement des étapes perceptives et pas seulement des étapes linguistiques, eh bien cette mismatch négativité devrait être plus importante pour les bleus, et ceci uniquement chez les sujets grecs, qui font cette distinction lexicale basique entre bleu clair et bleu foncé. Alors on teste des sujets anglophones et des sujets grecs, et voilà les résultats. Attention, ce que vous voyez ici, ce n'est pas directement le potentiel évoqué, c'est vraiment la mismatch négativité, c'est-à-dire la réponse à la nouveauté. Alors, la première chose à voir, c'est que tous les sujets ont une mismatch négativité. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de différence tellement massive interlangue que vous verriez la différence dans une langue et pas dans l'autre. Non, tout le monde voit plus ou moins la même chose, mais il y a une petite modulation, semble-t-il, de cette réponse perceptive qui est un petit peu plus grande lorsqu'on est grec et lorsqu'on est testé avec des bleus. Voyez ici. Donc, les bleus conduisent à une réponse de violation un petit peu plus intense que les verts, et ceci est significatif chez les Grecs et pas chez les Anglais. L'effet est extraordinairement faible, donc l'interaction est à peine significative. Vous savez qu'on se méfie parce que il y a ce qu'on appelle le p-hacking, c'est-à-dire que les gens cherchent toutes sortes de manipulations jusqu'à ce que la valeur du p descende en dessous de 0,05, qui est considéré comme acceptable pour publier un résultat. Donc là, on est juste en train de flirter avec le niveau de la significativité traditionnelle, qui est 0,05. Après tout, c'est conventionnel. Ça veut dire une chance sur 20, essentiellement. C'est Richard Feynman qui disait au moins un vingtième de ce que les psychologues racontent est faux, parce qu'ils utilisent un seuil statistique extrêmement faible. Au CERN, le seuil statistique, c'est 10-5. Donc c'est une rigueur beaucoup plus grande dans la significativité des effets. Bon, la recherche en psychologie est difficile malgré tout. En tout cas ici, donc, il y a une petite tendance dans la bonne direction. Il y a aussi une chose qui est un peu curieuse, c'est que les Grecs ont un effet de mismatch négativité plus grand que les autres. Il n'y a pas vraiment de raison à ça, pourquoi les Grecs seraient plus sensibles aux couleurs que les autres. Donc c'est un effet qui n'était pas prédit. Et là encore, cette étude serait importante à répliquer. Et je vais terminer juste en mentionnant encore une étude qui va toujours dans le même sens, qui est toute récente quand même, en 2018. Donc vous voyez que la question n'est toujours pas résolue. Ils essayent cette fois-ci de regarder les potentiels évoqués, donc toujours avec l'idée d'isoler une étape perceptive très précoce, dans une tâche de clignement attentionnel, dans lequel donc on va présenter des objets de ce type ici, et on va regarder quelle est la capacité de détecter une différence de couleur en fonction du délai par rapport à un distracteur. J'avais parlé de ces tâches de clignement attentionnel. L'idée, c'est de saturer l'attention et de regarder. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est identifier un demi-cercle ici, savoir s'il est vers le haut ou vers le bas. Et ensuite, pendant cette période de distraction, on va flasher ces images de couleurs, soit tout de suite après, soit avec un délai plus grand comme contrôle. Mais l'important, c'est tout de suite après. Et on va demander au sujet d'essayer d'identifier si les cercles ici sont bleus sur fond vert. Je crois que c'est ça. Voilà. On va demander d'identifier à quoi ressemble ce stimulus. Voilà. Et on va demander aussi simplement un jugement subjectif. Est-ce que vous avez vraiment vu ce triangle ou bien est-ce que vous ne l'avez pas vu, etc. Donc c'est aussi une mesure de la conscience perceptive ici. Alors, l'article commence par les résultats les plus intéressants, qui sont les sujets qui ont été testés, donc les sujets grecs, pour lesquels, donc, je vous rappelle, dans la catégorie bleue, il y a des mots différents, blé et rhalasio. Il y a des mots, par contre, identiques pour vert dans toutes ces langues ici. Et ils vont par la suite tester des sujets allemands pour lesquels il y a le même mot et des sujets russes pour lesquels il n'y a à nouveau pas le même mot. Donc ici, on est chez les sujets grecs. Vous voyez qu'il y a à nouveau un tout petit avantage en termes de détection de T2, de la capacité de juger, je crois que c'est l'orientation du triangle ici qui est présentée. On est un tout petit peu meilleur lorsque le contraste porte sur une différence lexicale
en grec ici. Donc on est un tout petit peu meilleur pour détecter quand c'est bleu que quand c'est vert. Et que l'effet est absolument minuscule. Tous les sujets souffrent d'avoir à faire deux tâches en même temps. Donc le fait d'avoir une tâche de couleur juste après une tâche de forme, ici c'est difficile, les performances décroissent au lag 3, donc à un intervalle bref par rapport à un intervalle long. Mais les performances décroissent un petit peu plus en vert qu'en bleu. Et ça, c'est le fameux effet worfien. Vous voyez tout de suite à quel point ce sont des effets minuscules. Alors, on mesure les potentiels évoqués et on voit bien sûr qu'il y a une réponse évoquée complexe, mais au départ, il y a une toute petite différence entre bleu et vert. Voilà. Et ça, c'est dans une fenêtre très précoce, un petit peu plus de 100 millisecondes après la présentation du stimulus. Donc on est vraiment dans les étapes perceptives. Et les auteurs disent que si on mesure la quantité de différence ici, eh bien, on obtient un prédicteur des réponses du sujet. Le taux de détection des stimuli est fonction de l'amplitude de cette réponse précoce. Et cette réponse précoce est plus grande pour les bleus que pour les verts. Alors, comme ce sont des sujets grecs, on peut penser que c'est peut-être l'existence de deux termes pour bleu qui est responsable de cet effet. Pour le savoir, on teste des sujets allemands. Et là, c'est assez joli, il n'y a plus de différence comportementale entre bleu et vert chez les sujets allemands. Vous voyez, il n'y a plus de différence de potentiel évoqué et il n'y a plus cette capacité de prédire les temps de réaction sur la base des potentiels évoqués. Donc il y a une différence entre les Grecs et les Allemands. Une différence qui est absolument minuscule. Mais l'intérêt, c'est qu'elle porte sur les étapes les plus précoces. Donc peut-être que là, il y a une preuve que les étapes les plus précoces ont été affectées. Alors ils répliquent une dernière fois leur étude, cette fois-ci avec des sujets russes. Pour des raisons non expliquées, ils n'arrivent pas à enregistrer les potentiels évoqués chez les Russes, donc on a juste le comportement chez les Russes. Et la manip a été passée en Russie. Vous voyez que là encore, on a un tout petit effet qui est davantage pour les Verts par rapport aux Bleus, donc le même effet que chez les Grecs, et qui n'est pas présent chez les Allemands. Donc deux langues différentes dans lesquelles l'existence d'une distinction lexicale semble donner un petit avantage comportemental. L'interaction est extraordinairement faible à travers les trois langues qui ont été testées ici. Donc ça reste des effets très difficiles à détecter. Voilà. Donc je pense qu'on peut conclure sur ce domaine en disant que les effets comportementaux sont quand même assez robustes. Les étiquettes verbales modulent tout petit peu la capacité de perception consciente dans une situation où on est au seuil ici. On a un petit avantage lorsqu'on a des étiquettes verbales différentes, on arrive mieux à détecter les objets. Mais donc, ce sont des effets très restreints, nous percevons plus ou moins tous le monde de la même manière, et l'origine de ces effets n'est pas parfaitement claire. D'abord, il est possible de considérer que la perception est universelle, mais qu'on active des étiquettes verbales, et en quelque sorte qu'on a une somme d'effets, c'est quelque chose de tout à fait banal. Lorsqu'on prend une décision perceptive, on a des effets perceptifs, mais s'ajoute un petit peu de données supplémentaires, ce qu'on appelle evidence en anglais, qui va dans le bon sens ou qui va dans le mauvais sens, suivant qu'on a des étiquettes verbales identiques ou différentes. L'hypothèse 2, qui serait que le langage a modifié les étapes les plus précoces de la perception visuelle, repose vraiment sur un tout petit jeu de données, parfois très peu convaincantes, comme l'IRM fonctionnel qu'on a vu, parfois un petit peu plus, comme ces enregistrements de potentiel évoqués qu'on vient de voir chez les sujets grecs, mais dans tout état de cause, un tout petit jeu de données, et pourtant ce sont des articles très récents, 2018. Donc on en est là aujourd'hui, on peut dire que la situation n'est pas complètement réglée, mais que grosso modo, le message suit de l'universalité. Je vais passer quelques diapos que je vous montrerai la semaine prochaine et arriver à ma conclusion. Donc je vous parlais dès le départ de ces interactions entre perception et langage et de ces flèches qui sont forcément de la perception vers le langage, pouvoir nommer, mais est-ce qu'il y a aussi une influence du langage sur notre perception ? Ma première conclusion sera quand même celle, aussi bien pour les émotions que pour les couleurs, d'une très grande universalité cross-culturelle de toutes ces étapes perceptives. Nous percevons les couleurs et les visages d'une façon extraordinairement semblable. Et ça ne va pas de soi. Il y a bien entendu beaucoup de génétique, beaucoup d'auto-organisation identique. Les deux facteurs contribuent à nous aligner les uns les autres. Nous avons des circuits génétiquement déterminés pour la perception des émotions, pour la perception des couleurs. Nous avons bien entendu des récepteurs rétiniens spécialisés dans la perception des couleurs. Et couplés à des nécessité similaire d'une communication efficace. Nous devons communiquer des catégories de couleurs de façon efficace. Ça conduit à une très grande convergence interculturelle dans les choix qui sont faits de nommer ou de ne pas nommer telle ou telle couleur.
Il y a des variations, mais ces variations ont tendance à ne pas être des variations perceptives, elles sont surtout des variations dans une deuxième étape de traitement lexical. Les variations perceptives elles-mêmes restent controversées, difficiles à mesurer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importantes variations dans le vocabulaire utilisé pour décrire la perception et que ces différences se traduisent par des prises de décision différentes. Mais il faut bien faire la différence entre perception et prise de décision. La prise de décision intègre des paramètres perceptifs et linguistiques. Ce n'est pas la même chose que la perception la plus pure. D'accord. Il faut garder en tête ces deux idées. Nous avons une très grande universalité interculturelle dans le domaine de la perception, mais nous pouvons être induits en erreur par des biais linguistiques. Nous pouvons avoir du mal à nous comprendre parce que nous n'avons pas exactement les mêmes mots, nous pouvons avoir du mal à partager des concepts qui pourtant sont les mêmes d'une tête à l'autre. Mais le partage peut être plus difficile. Alors, c'est vrai que pour catégoriser ou pour retenir une information perceptive, surtout lorsqu'il y a un délai, on cède souvent d'une recatégorisation linguistique. On va avoir du mal à retenir la teinte exacte de couleur à mémoriser, on va plutôt la catégoriser en disant c'était du bleu clair ou c'était du bleu foncé. Et ça va aider ou ça va interférer suivant le type de jugement qui est demandé. Et lorsque les stimuli sont très proches du seuil perceptif, ça va avoir un effet qui est mesurable. Mais ce n'est pas parce que cet effet est mesurable lorsqu'il est sur des stimuli ambigus qu'il domine notre perception. Il y a peut-être des contextes. Si vous êtes un artiste et que vous avez besoin de communiquer une nuance de couleur, ou surtout de retenir une nuance de couleur, ce codage linguistique est peut-être indésirable. Alors, lorsqu'on perd le code linguistique, eh bien, la perception continue d'être catégorielle, ça je ne vous l'ai pas encore montré, mais les frontières s'estompent. Et on a vu le cas de l'interférence verbale dans lequel les frontières s'estompent. Je vous montrerai la semaine prochaine ce qui se passe chez les patients. Notamment les patients anomiques, qui peuvent avoir une anomie des couleurs, ou les patients aphasiques. Si ce que je vous ai raconté aujourd'hui est correct, on doit pouvoir perdre les noms de couleurs ou perdre une grande partie du langage et néanmoins conserver une perception qui peut être largement universelle. Donc on verra la semaine prochaine ces prédictions. Et la semaine prochaine, je passerai aussi à la représentation des concepts. Aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé de perception des visages, des couleurs. La même question se pose au niveau des concepts. Est-ce qu'on a vraiment des concepts identiques d'une culture à l'autre, ou bien est-ce parce qu'on a des noms différents, pour parler par exemple de l'espace ou du temps, eh bien est-ce que ça influence notre représentation des concepts? Mais ce sera donc le sujet de la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention. Merci.